On va enchaîner avec la deuxième table ronde de cet après-midi. J'ai proposé à Patrick Blassel, mon grand témoin, Xavier de Boisdevézy, Jérémy Paris, Fouad Naimi, Pauline Guyot, Thierry Bastogne et Jean-Philippe Gel de me rejoindre, s'il vous plaît. Mettez-vous en face de moi là-bas, à la place de Philippe Gênes. Nous sommes réunis avec des startups sur cette deuxième séquence d'échange de l'après-midi. Patrick Blassel, vous êtes directeur associé chez UI Investissement. Vous travaillez plutôt sur la région Bourgogne-Franche-Comté et vous êtes, comme Philippe tout à l'heure, membre du comité d'investissement de la SAT Science. La première question, Patrick, quel rôle, quelle est la mission d'un financier, d'un financeur comme vous, dans ce comité d'investissement de Science? Bien, je ne sais pas si ça marche. Si, ça marche. Merci de m'accueillir d'abord. Alors la mission, on se pose toujours la question tous les jours, au niveau de l'équipe, au niveau de tous ceux qui m'entourent. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps dans ce BINS, ce truc dont donc ma question a du sens. Dont tu tireras pas forcément d'intérêt direct pour faire ton métier, qui est finalement d'investir au capital des startups et des PME, parce que c'est trop tôt, parce que c'est trop ci, parce que c'est trop ça. Il n'y a qu'un truc, c'est que c'est trop intéressant. Et le fait d'être aujourd'hui en tant que financeur de haut de bilan dans ce comité, pour nous, c'est d'abord une approche de culture de l'écosystème de l'innovation, de culture de ces chercheurs un peu fous parfois, heureusement, et de cette capacité de cette équipe de Science à détecter ces projets qui dorment, ces projets qui ne sortent pas, pour essayer justement de les faire sortir, soit vers la start-up, soit vers l'entreprise. Alors bien sûr, c'est chronophage, ça prend du temps. Je vois des projets lorrains et j'investis pas en Lorraine. Je vois des projets bourguignons-franc-comtois et j'investis sur notre territoire, mais j'investis 3, 4 ans, 5 ans après. Donc oui, on peut se poser la question. Vous êtes en pré-repérage quand même quelque part? C'est du pré-repérage, plus que ça, c'est de la culture, c'est la façon aussi je dirais, d'apporter notre expérience de financeur, de ceux qui seront amenés à amener les fonds au moment du lancement de la start-up. Pour éviter qu'ils se perdent, pour éviter qu'ils partent peut-être sur de mauvais chemins, et d'apporter ce que n'apportent pas forcément les autres intervenants. La question du financement de la création d'entreprises innovantes, elle a été abordée, évoquée pendant notre première table ronde. Avec vous, on peut peut-être avoir un éclairage de la part de l'expert que vous êtes. La SAT Science, UI Investissement, les fonds, tout ce qui s'est mis en place, cet écosystème du financement, il fait qu'aujourd'hui, il y a un continuum qui existe, c'est-à-dire il existe aujourd'hui les outils qui permettent d'accompagner, de financer la création, l'émergence, la création, le développement et puis ensuite l'existence des entreprises, bel et bien. Alors ça va bien au-delà de Science et UI. Nous sommes deux des composantes de cet écosystème, mais il y en a bien d'autres. Vous avez certainement dans la journée parlé de l'incubateur qui vient compléter utilement après les travaux de la SAT. Il y a d'abord les chercheurs, il y a d'abord les universités, il y a d'abord toutes ces équipes formidables, et je le dis sincèrement, qui apportent à tout ça. Mais il y a cette alchimie à créer, effectivement, et il est vrai qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est dans une petite région, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas la région la plus... c'est pas forcément celle qui fait rêver, et pour autant, on a un écosystème aujourd'hui qui est extrêmement dynamique, bien plus que dans d'autres régions, extrêmement dynamique, extrêmement cousu, extrêmement lié les uns aux autres. On va dire qu'il y a assez peu de zones de recouvrement. Il y en a forcément comme partout. Et en tout cas, on a aujourd'hui un écosystème qui fonctionne avec, et c'est très important,
des gens qui se font confiance, des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à toutes les régions. Et aujourd'hui, je dois dire que cet écosystème fonctionne aussi grâce à ça, grâce à cette confiance. Et il est complet pour finir pour de moi, il répondre à est cette complet question aujourd'hui, Ouais. oui. Bon. Oui. Le positionnement du UI investissement dans ce panorama, dans ce tableau général, quel est-il ? Alors, le positionnement du UI est une société de gestion de fonds d'investissement, parmi lesquels des fonds dédiés à l'innovation et aux entreprises en création et donc les startups. On a aujourd'hui des fonds multiples qui sont des fonds d'amorçage, typiquement des fonds qui ont parmi leurs souscripteurs le FNA, le Fonds national d'amorçage, mais qui va être sur des domaines très 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 pointus. Alors c'est pas un fonds régional, hein, c'est un fonds multirégional, voire national. Et en région, nous avons la chance depuis maintenant plus de 20 ans d'avoir, grâce à nos souscripteurs régionaux, la région, la BPI, les banques régionales, d'avoir des fonds typiquement dédiés aux entreprises en création. Alors ce sont des fonds qui se sont construits sur la durée, hein. Ils ont démarré avec des montants de 3 millions d'euros à investir. On est passé à 8 millions au moment du passage aux deux régions, on est passé à 18 au dernier fonds et on est en train de monter le futur qui fera 40 millions. Autant dire qu'il y a une vraie montée en puissance et il y a un vrai accompagnement de ces projets très très en amont déjà, quoi. Pour reprendre une question qui a été évoquée à la fin de notre précédente table ronde autour de la lisibilité et la facilité d'accès. Alors tout à l'heure c'était concernant la recherche académique. Si on applique cette question aux dispositifs de financement et aux organismes de financement, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on est sur un dispositif certes complet et cohérent, mais lisible et accessible aujourd'hui ? Alors accessible, oui, lisible, pas forcément. Je crois qu'il faut faire aussi preuve d'humilité. On n'est pas assez lisible. Globalement, hein, on n'est pas les seuls. Hein. Il y a dans cette salle d'autres financeurs qui financent l'innovation. Mais je crois que sincèrement, on n'est pas assez lisible. On n'est pas... et le fait de travailler avec la SAT est une façon aussi de nous rendre plus lisibles. Hein. On n'est pas assez lisible. Pour autant, j'ai la prétention de penser il y a peu de projets qui échappent à notre détection. Aujourd'hui, on est présent dans à peu près tous les comités des iDouanes, hein, que ce soit auprès de BPI, que ce soit auprès de l'incubateur, que ce soit auprès de la SAT. Tout l'écosystème, on est dans tous les comités, ce qui nous permet de voir passer à peu près tous les dossiers. Je ne dis pas qu'il y en a pas qui nous échappent, mais à peu près tous les dossiers. Pour autant, je conviens que les dispositifs de financement ne sont pas forcément lisibles de la part de ceux qui viennent chercher des fonds ou qui recherchent des fonds. J'ai entendu tout à l'heure que c'était compliqué d'en chercher. Oui, c'est compliqué. C'est pas parce qu'il n'y en a pas assez, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'argent sur le marché. Il n'y a pas forcément beaucoup de projets, je dirais, qui méritent qu'on aille plus loin. Mais il y a beaucoup d'argent sur le marché et il faut qu'on le rende plus lisible. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est plus que les fonds et l'argent, c'est les projets. Oui. Vous iriez jusqu'à dire ça ? Oui, clairement oui. Oui. Eh bien, écoutez, on va illustrer par le contre-exemple. Juste pour compléter ce que je viens de dire, oui. Et j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, sauf erreur de casting, notamment chez les leveurs de fonds, qui pour certains ne sont pas forcément à la hauteur de ce que peuvent attendre les start-upers, je ne connais pas beaucoup de beaux projets qui n'aient pas trouvé à se financer. Voilà. Merci pour ces éléments d'ouverture de notre table ronde, Patrick. Je vais proposer à chacun des représentants de start-up présents de très rapidement se présenter, c'est-à-dire nous dire ce qu'il fait et où il en est. Façon pitch, on va aller très vite avant d'aborder le sujet plus sur le fond. Je commence avec Xavier de Boisdevésy, fondateur et dirigeant d'Ecta, start-up donc née d'une rencontre entre vous et des chercheurs de l'Université de Bourgogne, création en juillet 2021. Votre expertise, des solutions thérapeutiques pour lutter contre l'obésité. C'est bien ça ? C'est bien ça, tout est exact. Hein. Moi, je suis plutôt issu d'un parcours classique, on va dire grand groupe, et c'est une rencontre avec le chercheur et professeur Naïm Khan de l'Université de Bourgogne, donc lui qui a un parcours purement académique, puisque pendant plus de 20, 30, 40 ans, je devrais même dire, il a travaillé dans la recherche académique. On s'est associés, à l'époque, hein, moi je recherchais un projet plus entrepreneurial, très clairement plutôt une société à racheter, rien ne me destinait vraiment
à créer cette start-up. Et en fait, l'ambition qu'il avait, la solution qu'il proposait m'a convaincu. L'ambition, c'est de vaincre l'obésité dans le monde. La solution qu'il proposait, c'est il a identifié les récepteurs gustatifs qui dysfonctionnent chez les personnes en situation d'obésité. Et il s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait développer un leurre qui va venir les réactiver en amont de la prise alimentaire et permettre ainsi de donner un sentiment de satiété précoce et donc de réduire la prise alimentaire, donc le poids corporel. Ça prendra la forme d'un spray, tout simplement. Pas forcément. Il y a différentes galéniques. On ne peut pas encore dire parce qu'on n'est pas aussi loin. Ça peut être un comprimé eurodispersible. Bien. Ça pourrait être un spray. Le principe, c'est effectivement de dire maintenant, la SAT a financé pendant toute sa période de recherche justement le projet de maturation pour arriver à des études précliniques et des résultats d'études précliniques, 2017-2019, a déposé les brevets. Et donc nous, on a ensuite créé la société et accueilli la SAT au capital de la société quand on s'est mis d'accord sur la propriété intellectuelle. Merci pour ce résumé rapide, Xavier. Jérémy Paris, fondateur et dirigeant de Son SAS. Alors Jérémy, vous êtes un ancien de la SAT, donc vous connaissez bien le sujet. Votre entreprise commercialise depuis l'an dernier des nanoparticules d'oxyde de fer pour la catalyse auprès, par exemple, d'entreprises de chimie fine. Et c'est une histoire qui a débuté à Dijon, à l'Université de Bourgogne. C'est bien ça ? C'est bien ça. Moi, je suis, contrairement à Xavier, je ne suis pas issu d'un grand groupe, je suis issu de l'Université de Bourgogne. J'ai fait mon doctorat au sein de l'université. Et après le doctorat, j'ai été suivi par la SAT Science en phase de maturation dans le laboratoire ECMUM, parce qu'il faut aussi penser que les universités aussi nous accompagnent. On a fait un petit peu toutes les étapes. On est aussi passé par des KBFC, par les accélérateurs qui sont les docs numériques et le PMT. Donc tout un parcours depuis quelques années. Déménagement, installation dans vos propres locaux, puisque vous êtes toujours à l'Université de Bourgogne, mais dans vos propres locaux prévus à la fin de l'année. Oui, exactement. Le but, c'est, on s'est bien agrandi, on prend beaucoup de place dans les locaux. Et c'est aussi prendre son envol, de ne plus être la petite start-up, mais de devenir une PME qui recrute, qui gagne, et partir dans nos propres locaux. Merci Jérémy. Fouad Naimi, fondateur et dirigeant de Sintermat. Vous aussi, vous connaissez bien la SAT. Vous avez été responsable d'une plateforme technologique au sein de cette entité. Sintermat créé en 2016. Vous êtes basé à Montbard. 17 collaborateurs, une dizaine de brevets. Votre spécialité, c'est le frittage. Vous nous en dites quelques mots et vous nous dites surtout où vous en êtes aujourd'hui. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis vraiment entre Jérémy, c'est vraiment entre les deux, mes deux prédécesseurs. J'ai travaillé pendant 10 ans à la SAT et avec Frédéric Bernard au sein du laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, on a travaillé sur une technologie de frittage. Donc, c'est une technologie où on va partir d'une poudre, on va venir lui appliquer une contrainte et une température et on va obtenir une pièce massive. Et ce procédé, en fait, génère des matériaux augmentés qui amènent vraiment des performances très particulières dans différents domaines d'application, blindage aéronautique, outillage, luxe, jusqu'au packaging. Et donc, en 2016, en fait, j'ai quitté la SAT avec un accompagnement donc, de l'université de la SAT pour créer Sintermat. Et donc, de la même façon, la SAT et l'université sont devenus actionnaires. On s'est installé à Montbard, mais depuis, on a déménagé à Venarel-les-Laumes dans une halle industrielle. Et aujourd'hui, on a donc 17 collaborateurs, on a maintenant une quinzaine de brevets. Et aujourd'hui, on est à la phase où, globalement, on a fait des développements. On est passé on va dire en série à l'échelle 1. Et là, on est en train de valider tous ces concepts pour passer en production gros volume. Donc là, on est dans les négociations de contrats d'exclusivité, de volume, de prix série, d'accompagnement à l'industrialisation. Donc là, c'est vraiment tout ce qui nous attend dans les semaines et les mois qui viennent. Je vais préciser que vous êtes accompagné également par le ministère des Armées, c'est quand même intéressant de le préciser, oui. Donc, et que vous êtes labellisé BPI France Excellence. C'est ça. On est donc labellisé donc le BPI. On est accompagné par le ministère des Armées, par Safran Venture et par UI Investissement. Et on en saura un petit peu plus tout à l'heure parce qu'on va poursuivre l'échange avec vous, bien évidemment. Pauline Guyot, vous êtes la dirigeante de Noviga, entreprise créée à Nancy fin 2018. Après une thèse, le point de départ de l'histoire, c'est une thèse sur la détection précoce de l'apnée du sommeil chez les insuffisants cardiaques. On était sur un sujet très précis. Que s'est-il passé après ?
Bonjour à tous. Donc effectivement, Noviga, c'est une startup qui a été créée fin 2018 à la suite de mes travaux de thèse, dont le directeur est juste à côté, Monsieur Bastogne. Je pense qu'on discutera un peu de ça. Oui, je l'interrogerai tout à l'heure. Et donc effectivement, à la suite des travaux de thèse, on a décidé de lancer Noviga, qui développe donc un dispositif médical logiciel pour dépister l'apnée du sommeil. Alors non plus seulement chez les insuffisants cardiaques, mais dans toute la population. Quelques mots sur l'apnée du sommeil. Statistiquement, il y a au moins une dizaine de personnes qui en font dans la salle et qui ne le savent pas forcément. 80%, ou qui le savent. Voilà, bonne nouvelle pour vous. 80% des malades s'ignorent. Pourquoi ? Parce que l'apnée du sommeil, c'est on est fatigué, on est de mauvaise humeur, etc. On l'est forcément tous à un moment. Et surtout, en fait, les malades, les gens qui sont atteints d'apnée du sommeil s'exposent à des risques bien plus graves, puisque ce sont principalement les maladies cardiovasculaires qui sont les principales conséquences. Et donc, nous, l'idée, c'était d'aller chercher les malades là où ils sont, c'est-à-dire chez les cardiologues. Et donc, le dispositif qu'on a imaginé est logiciel et permet donc de détecter l'apnée du sommeil depuis un ECG Holter. Donc pour les cardiologues. Un ECG Holter. Le ECG Holter, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qu'on va porter qui va être prescrit par son cardiologue et qu'on va porter 24 heures à 48 heures à son domicile. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a une première version qui est déjà marquée CE, dont on va commencer la commercialisation bientôt. Et en parallèle, on travaille sur la deuxième version qui sera plus aboutie, qu'on va envoyer en essai clinique et dont on espère obtenir un remboursement par la Sécu d'ici à 2028. Merci pour cette présentation et le tour de table de notre start-up se termine avec Jean-Philippe Gell, conseiller scientifique et cofondateur de Caremosim. Caremosim, ça veut dire caractérisation, modélisation et simulation en santé et en sport. Vous êtes également maître de conférence en mécanique des matériaux à l'Université de Lorraine. Caremosim est basé à Nancy, qui est à la fois votre siège et votre lieu de production. Vous employez 9 personnes. L'histoire amusante a commencé en 2019, quand vous avez été sollicité par le pôle France d'Aviron, qui est basé à Nancy. Donc. Et pourquoi faire ? Eh bien, tout à fait. Alors, rapprochez le micro de votre bouche. Voilà. C'était suite à un accompagnement d'un collègue chercheur, Jérôme Gauchard, qui avait une problématique à confier et qui provenait du pôle France. Une jeune championne du monde junior n'arrivait pas plus à s'entraîner pour cause de TMS. Et voilà, on vient voir des gens qui connaissent un petit peu la partie recherche musculaire et l'ergonomie. Et puis, comme bon nombre de chercheurs, on est souvent, quand on nous pose la question, pas cap, mais on dit on y va. Et puis, une première aventure naît, l'élaboration de prototypes, la jeune sportive capable de refaire un entraînement classique au bout de 6 mois. Et puis, progressivement, du TMS, on vient à l'usure cutanée, on vient aux décontractions musculaires des zones non désirées pour aller vers la haute performance. Et là, il y a des innovations qui vont nécessiter que cette petite équipe de chercheurs et de praticiens de sport de haut niveau s'enrichissent de personnes capables de transformer des idées technologiques en brevets. Vous en avez déposé 2 d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, je ne dirais pas on a déposé 2 brevets. L'équipe enrichie de Thomas, Romain, Sandrine nous ont permis d'aller vers l'élaboration de 2 brevets et puis de 2 licences d'exploitation exclusives qui ont permis de créer finalement cette start-up qui aujourd'hui voit ses produits sur 4 continents et qui équipe les grandes équipes nationales qu'on retrouve dans les compétitions mondiales. Et vous êtes allé assez vite finalement parce que la création remonte à 2020. Oui. Voilà, vous êtes effectivement commercialisé et vous vous intéressez aujourd'hui peut-être à d'autres disciplines sportives. Alors tout à fait, comme les choses se propagent rapidement, la grande région nous a demandé d'accompagner les sportifs de plusieurs disciplines pour préparer les JO 2024. Merci pour ce tour de table. Donc on voit à peu près qui fait quoi dans cette histoire et dans nos startups présentes cet après-midi. Xavier de Boisdevézy, vous disiez tout à l'heure que le point de départ, c'était le travail de ces équipes de chercheurs de l'Université de Bourgogne. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, découvrant ce travail, vous vous êtes dit il y a matière à sortir ça de l'université et à en faire une entreprise, et une entreprise qui marche?
De manière générale, j'ai été agréablement surpris, déjà ça par la suite, de voir la richesse qu'on a dans nos universités en France, la richesse de production académique qui malheureusement, à mon goût, avec la vision plus entreprise, reste un peu trop dans les tiroirs ou un peu trop souvent dans les tiroirs de l'université. Mais j'ai déjà vu une multitude de projets pour lesquels je serais volontiers parti également créer une entreprise depuis que j'ai rencontré Naïm, et pas forcément dans son domaine. On a une vraie richesse en France, on ne le sait peut-être pas suffisamment, on n'arrive peut-être pas suffisamment à trouver les entrepreneurs pour sortir tous ces projets. Après, effectivement, c'est plein de choses qui font qu'à un moment, on décide de se lancer. C'est une rencontre, ça a été clairement mon cas, parce qu'une start-up, c'est avant tout une histoire d'homme, c'est une équipe, c'est une ambition commune, mais également des valeurs communes qu'on doit partager, parce que là aussi, quand on vient de deux milieux, ce qui était vraiment notre cas, alors quand on veut dire tout va bien, on dit ouais, on forme une équipe super complémentaire, c'est génial, avec un chercheur d'un côté et plutôt un profil business de l'autre. Très franchement, au quotidien, c'est pas simple, on a juste des profils totalement différents. Un académique effectivement, je l'entendais à la première table ronde, il y en a un qui a des ambitions de publier. Dans le business, on va plutôt être à se dire, tiens, comment ça, on va réussir à le monétiser. C'est pas du tout la même approche. Mais effectivement, cette rencontre peut créer parfois des super alchimies. Et effectivement, je pense qu'il est quand même essentiel d'avoir un cadre. C'est ce qu'on retrouve justement, et c'est ce que l'université aujourd'hui nous apporte. Moi, le soutien de l'université, il est vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire, il est matériel, il est immatériel, il est en ressources humaines. Alors, pour prendre des exemples, matériel, on est hébergé à l'université de Bourgogne, on a nos bureaux là-bas. Immatériel, on a tout le savoir-faire du chercheur, de ses équipes, etc. Ressources humaines, c'est un superbe vivier que d'être dans l'université, c'est-à-dire qu'on a pu recruter des stagiaires, on a une thèse CIFRE, etc., etc. Donc on a tout sur place pour réussir. Et c'est cet écosystème et ce cadre qui effectivement aujourd'hui donne vraiment un terreau favorable et une envie d'entreprendre. Donc on comprend bien que c'est la rencontre et l'entente entre vous qui fait que ça a pu se développer derrière. Comment avez-vous le sentiment que les chercheurs ont d'abord appréhendé finalement votre démarche ? Est-ce que, quand vous disiez que beaucoup d'innovations à l'université restent à l'université, est-ce que vous avez le sentiment que c'est aussi parce que les chercheurs n'ont pas forcément l'idée, forcément les clés, forcément les codes, pour que ça débouche derrière ? Je pense qu'à la base, il faut avoir envie. Déjà, et Naïm, typiquement, c'était son cas. Il avait envie de créer une start-up. Il ne savait pas forcément peut-être par quel bout prendre la chose, etc. Mais en tout cas, il avait cette volonté. Deux, après, il faut soit avoir les compétences soi-même, soit trouver, on va dire, le bon partenaire. Et je pense qu'il y a une notion de temporalité qui est essentielle. Naïm, typiquement, avait déjà cherché d'autres porteurs de projets avant moi. Et comme d'ailleurs souvent... Un entrepreneur qui veut vendre sa société, on dit souvent qu'il ne faut pas être le premier à aller le voir parce que la vente ne se fera pas, parce qu'on est un peu... Voilà. Là, je pense que c'était un petit peu pareil. Je suis arrivé, moi, personnellement, au bon moment. Il avait pu mûrir son projet, il n'avait pas trouvé la bonne personne, il n'avait pas eu encore le bon fit. Et finalement, tout cumulé, ça a permis de se faire. C'est-à-dire, effectivement, la bonne rencontre au bon moment, dans le bon timing. Et après, aujourd'hui, il y a des jeunes chercheurs qui entreprennent, enfin, qui ont cette capacité à eux-mêmes développer. C'est toutes les thèses qui se font dans ce domaine. Fouad Naïmi, alors vous êtes sur un parcours un petit peu différent, c'est-à-dire que vous étiez l'universitaire, vous étiez dans le monde universitaire et vous êtes vous avez ensuite basculé vers la création d'entreprises. Comment vous avez vu évoluer finalement pendant ces 10 années où vous avez travaillé à la SAT et puis ensuite toutes ces années où vous êtes passé de l'autre côté, si je puis dire. Comment vous avez vu évoluer la relation entre la recherche publique et la création d'entreprises, l'entrepreneuriat ? Non. Quand on est... j'étais un chercheur, mais qui était quand même à la SAT, et l'objectif, c'était quand même d'appliquer, de trouver en fait des industriels qui étaient intéressés par notre technologie sur des sujets de recherche amont, mais aussi sur des sujets, on poussait assez souvent vers le D plutôt que vers le R. Donc on était déjà, moi j'étais déjà assez, j'avais déjà cette sensibilité. Et donc au départ, on est avec des chercheurs sur une technologie de laboratoire qu'on a fait évoluer. On avait la machine donc la plus industrielle quasiment au monde en 2009 qui a été financée par la région.
Et donc ça nous a emmené à être en contact très très souvent avec des industriels. Et moi j'avais cette partie-là, et dans l'équipe on était divisés, mais moi j'étais plutôt orienté sur la partie industrielle. Donc j'avais déjà cette appétence vers tout ce qui est industriel. Et en fait j'y suis venu gentiment parce que j'ai vu cette technologie évoluer. Au départ on était sur vraiment des études de faisabilité, et on arrivait vers un virage où les gens commençaient à se poser la question, mais on a des super performances, si on en veut 10, si on en fait 100, si on en fait 1000. Et donc à partir de là, moi j'avais envie de partir de toute façon dans cette direction, donc c'est pour ça que j'ai passé le pas avec une demi-casquette, on va dire, chercheur, et une demi-casquette où j'avais envie d'aller chercher autre chose, et j'ai découvert plein de choses. Je suis passé du jour au lendemain à, j'exagère à peine, à voir la différence entre le hors-taxe et le TTC. En gros, c'était un peu ça. Ouais, non, mais j'ai vraiment tout ça. appris du jour au lendemain. Ouais. Et donc voilà, et puis ça s'est fait naturellement. On a, avec aller chercher les bonnes personnes pour prendre la partie financière, administrative, et puis monter en compétence avec eux. Et voilà, puis on progresse avec le temps. Et puis cette conviction que, en l'occurrence, votre technologie, le frittage flash, je crois que c'est son nom, peut donner lieu à une entreprise qui sera demain une structure lucrative. Cette vision-là des choses, vous l'avez eue depuis votre laboratoire? Oui, c'est ça. J'étais convaincu qu'elle avait une place à prendre dans l'industrie. Alors, ma conviction, elle vient du regard et de l'intérêt de plus en plus grandissant des grands groupes, de la défense, de l'aéronautique. En fait, je me suis pas levé un matin en me disant bon, ça va, j'y crois puis on verra. Mais là, il y a vraiment un regard qui commence à évoluer. De plus en plus de machines qui étaient vendues un peu partout dans le monde, et donc c'était un signe. Et donc l'idée, c'était de se dire, notre laboratoire et la structure, cette plateforme était reconnue au niveau européen comme une place forte de cette technologie. On avait une avance, et c'était de se dire, créer une start-up et continuer à garder cette avance, et même essayer de la gonfler un peu pour arriver le premier sur les marchés. L'intérêt de ce que vous venez de nous dire, un des intérêts, c'est cette notion d'être bien entouré, de trouver les interlocuteurs qui vont vous appuyer au bon moment de la bonne manière. Vous avez cité le ministère des Armées notamment, la région qui vous a aussi accompagné. Jérémy Paris, vous, dans votre parcours de création d'entreprise, vous avez visité, j'allais dire, un petit peu tous les éléments de cet écosystème, en tout cas tel qu'il existe aujourd'hui. Vous avez cité tout à l'heure DKBFC, je crois que vous avez travaillé avec les docs numériques, je crois que vous avez travaillé avec PMT. C'est important d'être bien positionné dans l'écosystème, de bien le connaître aussi, de bien savoir à qui s'adresser à quel moment. Je pense que c'est nécessaire d'être ancré dans la région, dans l'écosystème, et de pouvoir frapper au bon moment à la bonne porte. Donc ça commence par la SAT à la maturation, l'incubation avec des KBFC, l'accélération avec les docs numériques ou avec le PMT. Et moi, j'avais commencé par une thèse jeune chercheur entrepreneur. Donc j'avais déjà mis un pied dans l'entrepreneuriat pendant ma thèse. Cette importance de la relation entre, la relation que vous avez entre la recherche publique et la création d'entreprise, vous l'avez vu évoluer comment finalement à mesure que votre projet, qui remonte à quelques années maintenant, qui a mis un petit peu de temps forcément à mûrir, comment vous avez vu cette relation évoluer ? Je dirais que c'est faire le bond de la recherche publique à l'entrepreneuriat, il est assez grand à faire, il est assez dur à faire aussi, parce que c'est un peu facile quand on est dans la recherche publique, on a le salaire qui tombe tous les mois, et quand on passe de l'autre côté... Vous êtes comme Fouad, vous avez appris à devenir gestionnaire d'entreprise aussi ? On apprend à devenir gestionnaire d'entreprise, à savoir ce que c'est un TTC, un hors-taxe. Il faut payer le salaire, il faut trouver les sous, il faut trouver les financements pour aller plus vite, mais c'est ça qui est bien en région, c'est qu'on peut trouver tout ça. Pauline Guyot, vous avez, on l'a compris tout à l'heure, vous-même souhaitez prolonger, après vos travaux de thèse, vers la création d'entreprises, avec cette conviction que ça devait marcher. En fait, pas tellement, dans le sens où... Enfin, si, ça pouvait marcher. Mais en fait, moi, j'avais pas du tout vocation à être entrepreneur. Je m'étais jamais imaginé entrepreneur, pour être honnête. Tout le mérite revient à la personne, encore une fois, à côté de moi, qui a dit c'est super, les travaux, il faut valoriser ça, on va créer une start-up.
Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire de créer une start-up. Donc avec nos associés, moi je finissais ma thèse, ils ont créé la start-up et ensuite moi j'en ai pris la direction, mais par la suite. Et en fait, c'était un peu ce que disaient mes camarades à côté, mais en fait entrepreneur, alors effectivement il y a des diplômes, il y a des formations pour ça, mais on n'est jamais prêt à être entrepreneur, je crois. La première fois qu'on se lance, on a tout à apprendre et en fait on sort tout le temps de sa zone de confort. Aujourd'hui, vous vous définissez comme une entrepreneuse ? Maintenant, oui. Vous m'auriez demandé il y a un an, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, oui. Thierry Bastogne, je vous donne la parole puisqu'on ne vous a pas encore entendu. Pardon, vous êtes professeur en automatique et en biostatistique à l'Université de Lorraine. Et vous êtes... alors, ça, c'est un point qui sera important pour qu'on comprenne bien le rôle que vous avez joué dans le développement de cette entreprise. Dans le cadre du concours scientifique, vous accordez une partie importante de votre temps, 20%, à l'accompagnement de projets entrepreneuriaux comme celui-ci, celui-là et d'autres. Oui, déjà bonsoir à tous. Donc effectivement, l'historique, c'est que moi je suis toujours professeur à l'Université de Lorraine, mais à un moment donné de ma carrière, vers à peu près 40-45 ans, on disait bien, je crois que c'était Christophe Cruz qui en parlait, le travail d'enseignant-chercheur, à un moment donné, c'est de produire des inventions, produire de la connaissance, et de publier. Ça, c'est un marqueur important pour la carrière d'un chercheur. Mais moi, à 40-45 ans, j'en avais marre, quoi. Franchement, publier, je ne pouvais plus. Et puis en plus, quand vous êtes comme moi dans le numérique et que vous travaillez dans la santé, à un moment donné, j'aimerais bien comme toucher à un moment donné un patient, quoi, pour valoriser un petit peu ce que je suis en train de faire, une certaine gratification quelque part. Et donc, à un moment donné, j'avais testé les collaborations, les contrats de collaboration, je n'étais pas satisfait de tout ça. Donc, et puis, on rencontre les incubateurs, les sortes, on dit, bah, tiens, pourquoi pas ? Tout le monde est très optimiste, on y va. On ne savait pas après qu'il y avait une certaine vallée, mais on ne comprenait pas encore tout de suite, mais tout le monde dit, ouais, c'est par là, il faut y aller, c'est bien. On y va. Et ça, pour moi, c'était important parce que ça me permettait d'aller potentiellement avoir un instrument qui me permettait d'atteindre le patient. Et donc, on arrive justement au concours scientifique. Il y a un dispositif légal qu'on ne connaît pas assez et qui permet, alors pour moi c'est 20%, mais on peut en utiliser plus, d'accorder du temps où quand on est enseignant-chercheur, bon, bien sûr, enseignement, recherche, on peut prendre des responsabilités d'encadrement soit d'une école, soit d'un laboratoire, mais il y a la possibilité maintenant de s'impliquer directement dans des entreprises. En l'occurrence, pour moi, c'était des entreprises liées avec mes activités de recherche. Et ça m'intéressait beaucoup, quoi. Et ça me permettait d'avoir potentiellement d'atteindre cet objectif et de changer un petit peu de cadre où on redécouvre tout ce qu'on a dit. Le business plan, je ne connaissais rien. Donc les mots, pareil, je disais oui, mais je ne connaissais pas non plus. Donc ça enrichit beaucoup. Et moi, le retour était important et surprenant parce que finalement, j'en avais marre de publier, mais je publie encore plus qu'avant. Et puis finalement, même les contacts que j'ai avec les étudiants maintenant a changé, de par ce retour de 10 ans de start-up. C'est-à-dire ? En fait, déjà, on a la connaissance parce qu'on est quand même très impliqué dans les start-up. Donc, à la fois, on est des jours très enthousiastes. D'ailleurs, je félicite la troupe tout à l'heure. Je ne sais pas où ils sont. Mais ça m'a fait rire et puis ça m'a fait flipper aussi parce que je me suis reconnu dans beaucoup de choses. Et il y a des jours comme ça où on panique un petit peu quand même. Mais par rapport à tout ça, effectivement, par rapport aux étudiants, le fait de connaître ce retour concret du terrain fait qu'on n'enseigne plus de la même façon. Ouais. On est sur des projets qu'eux, ils sont intéressés. Ah tiens, vous faites de la recherche, vous faites des startups, ça les intéresse. Et puis, même pour la recherche, moi, j'ai jamais autant financé, grâce aux startups, la recherche, quoi. On a financé, avec les 2 startups, 4 thèses, cofinancé 4 thèses. Les 2, c'est Noviga et Cybernano. Cybernano, voilà. On en a financé 4 en 10 ans, ce qui est énorme. Ouais. J'arrivais pas à trouver autant de financement avant, quoi. Ouais. Donc, les retours, ils sont directs. Et finalement, au départ, j'avais fait l'aventure startup sous l'angle du chercheur qui dit, tiens, je vais faire une expérience. Je vais écrire une startup, on va voir ce que ça donne. Et finalement, les retours, ils sont très intéressants. On dit toujours que les universitaires ont 2 pieds, c'est l'enseignement et la recherche. Vous en avez 3. Oui, je sais, je ne suis pas normal. C'est stable, 3 c'est plus stable que 2. Mais donc il y a cette dimension entrepreneuriale que vous injectez
dans ces dans les deux autres activités qui sont les tout à vôtres. fait. C'est ce qu'on comprend. Et en fait, je crois que j'ai toujours aimé, on parlait de foot tout à l'heure, d'équipe de France, je crois que je suis un petit peu au milieu de terrain. Moi, j'aime bien être à la fois, si je peux être un petit peu à l'attaque, j'y vais. Si je peux défendre... Bon, ça, c'est une question en fait de personnalité. Moi, être dans ces entre-deux où on touche à tout, moi, j'adore ça. Alors, c'est très consommateur de temps, je vous l'accorde, mais ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est extrêmement enrichissant. Et quelle est votre position par rapport à Pauline, par exemple ? De quelle manière vous travaillez ensemble ? Vous accompagnez finalement une doctorante ou docteur dans la création ? En fait, au départ, effectivement, à un moment donné, on pense, quand on a un thésard, on pense à la pré-thèse. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut aussi, ça ne s'arrête pas là. Et puis, il s'avère que moi, j'appréciais beaucoup le travail de Pauline. Je dis, on ne peut pas s'arrêter là. En plus, ça peut vraiment servir. Donc, je n'ai pas mis beaucoup de temps à convaincre Pauline. Et puis ensuite, on avait une bonne équipe. Et actuellement, ça reste l'accompagnement scientifique, d'une part. Et puis, on s'épaule. En fait, il y a moi vers elle, mais elle vers moi, parce que comme il y a deux startups, on s'échange beaucoup. Donc il y a un retour dans les deux sens. Oui. On est moins seul, donc c'est bien. Et puis donc on continue sur cet aspect scientifique, sur le retour d'expérience, sur le soutien moral par rapport à des facettes qu'on a pu voir par rapport à ce qui était montré au niveau de la troupe, le sens des mots. Et parce que des fois, il faut soutenir. Des fois, on a des creux, la difficulté de trouver des financements. Aussi, on cherche des personnes. Il y a des personnes qui partent, on perd du personnel. Je disais tout à l'heure, on forme des fois des thésards ou des masters à des hautes technologies, mais on se les fait piquer ou on n'a pas les moyens de les garder. Et donc, on dit, il n'y a pas de souci, on va soutenir. Donc, il y a aussi un soutien moral. En fait. Pauline, pour compléter le propos, qu'est-ce qui a été le plus difficile, finalement, votre parcours, dans votre bascule entre la recherche et puis la création de l'entreprise ? C'est la solitude, c'est les difficultés techniques d'apprentissage du métier d'entrepreneur, c'est les doutes ? Tout ça. Oui, en fait, c'est sûr que quand on vient de la technique, en fait, on est content quand on peut travailler sur des réseaux de neurones, etc. Parfait, je maîtrise, je sais ce qu'il faut faire. Et effectivement, quand il faut faire un business plan, aller voir la BPI la première fois, etc. Ah, les fonds propres, qu'est-ce que c'est les fonds propres ? Ah, ok. On découvre un monde, il faut découvrir le vocabulaire et... je pense que moi, dans mon cas, parce qu'en plus, moi, c'était mon premier poste après ma thèse. Je ne suis pas passée par entreprise ou autre, même si en entreprise, on ne le voit pas forcément, mais c'était plus le financement, trésorerie à gérer au début qui a été le plus compliqué, je dirais. Jean-Philippe Gel, pour Karim-Ossim, donc vous êtes accompagné par Science. Quelle est la valeur ajoutée, quel est l'intérêt pour vous d'être accompagné par cette structure, par cette SAT ? Alors, au-delà d'être invité par Science, ce qui ne modifiera pas mon propos, du tout. Je crois que sans cet accompagnement, on ne peut pas imaginer qu'un chercheur puisse rédiger un brevet. Je vais vous faire sourire, mais quand j'ai vu ma notice de technique transformée pour devenir un brevet, j'ai cru que ce n'était pas le mien. Voilà, c'est un autre métier. Et il faut savoir, soit... on a l'idée de pouvoir tout faire. Et chez nous, on dit souvent, dans un domaine, c'est exclure les autres pour avoir un peu l'imagination d'être un peu performant dans son propre domaine. Et bien là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes, et nous, sans eux, on n'aurait pas écrit notre brevet. Sans eux, on n'aurait pas imaginé une licence d'exploitation qui permette la création d'une entreprise et qui lui donne le temps de faire ses preuves pour pouvoir après vivre de sa production. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas dans notre université. Et si je rajoute, pour autant, on est très bien accompagné parce que j'ai la chance avec mon collègue d'avoir également un concours scientifique. Ce qui rend beaucoup plus simple le travail quand on se déplace dans une entreprise sans avoir l'interrogation des collègues qui se disent est-ce bien son travail ? Et quid de l'argent d'État amené dans une entreprise. Et tout ça, ça mérite d'être connu pour que ce dispositif puisse faire vraiment des chercheurs, entrepreneurs en devenir. Le public-privé, ce couple, cet attelage-là, clairement aujourd'hui, c'est une vraie chance pour des startups et pour l'innovation de façon générale. Oui.
on ne peut pas imaginer avoir une idée, transformer ça en une notice technique et confier ça à un industriel en disant « vas-y, c'est facile ». Ce serait une méconnaissance. Et le parcours que l'on a, nous, pour transformer l'API en pays, la propriété intellectuelle en propriété industrielle, avec toute cette logique d'assurance produit, de produits en situation réelle d'utilisation, fait qu'on imagine bien la recherche publique sur les TRL 1 à 6, à savoir la conception, la réalisation de maquettes. Et puis après, le 7, 8, 9, c'est pas donné à tout le monde. Avoir un produit sur le terrain commercialisé et sécurisé. On ne peut pas imaginer qu'en plein milieu des Jeux Olympiques, une poignée casse en plein milieu du bassin. Et tout ça, c'est pas forcément l'ADN du chercheur qui, lui, va être content d'avoir une innovation qui trouve une existence dans un produit, une belle maquette, ce qu'on appelle régulièrement la preuve du concept, pour devenir réellement un outil d'usage dans la société. Et après, bien évidemment, d'autres problèmes viennent se greffer dans ce type de développement, c'est les changements d'échelle, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu plus après. Alors, changement d'échelle, juste pour dévoiler un peu, c'est passer de la haute performance, où on équipe des sportifs de haut niveau, vers le sport loisir, vers l'activité physique adaptée, parce que des médecins viennent vers nous en disant « Attention, vous êtes capable d'individualiser, d'alléger des membres. Nous, on a d'autres problématiques qui vont trouver écho à votre recherche. » Et bon, comment on va changer, c'est-à-dire industrialiser probablement la production. Oui, tout à fait. Peut-être juste encore un mot, Xavier, en réaction à ce qui vient d'être dit, sur cette complémentarité. Moi, ça me paraît intéressant parce que de toute cette table ronde, vous êtes le seul qui ne soyez pas finalement issu de l'université et qui est passé vers la création d'entreprise, mais vous avez ce profil business. Cette complémentarité, vous portez le même regard que ce que vient de nous expliquer Jean-Philippe ? Oui, je porte le même regard et j'aimerais même ajouter que c'est pas parce que on vient du monde business que l'entrepreneuriat, il n'y a pas encore des choses à découvrir, dans le sens où on ne fait pas du tout attention aux mêmes choses. Je dis souvent, jamais chez Danone ou Seb le matin, je regardais le niveau de trésorerie de la société. J'avais une facture à payer, je la payais, merci, il y avait peut-être tous les process mis en place. Là, dans les 6-8 premiers mois de création de la société, c'est tous les matins où on se dit j'en suis où, est-ce que je vais passer les salaires à la fin du mois, etc. Donc on a beau avoir cette vision peut-être plus business, on découvre quand même énormément de choses au niveau de l'entrepreneuriat. Et après, oui, sur la complémentarité et l'apport, par exemple, d'une SAT, c'est sûr que c'est des métiers différents. À un moment, sur les brevets, c'est vrai, sur toute cette phase même de maturation, jamais un entrepreneur est capable d'aller porter un projet d'un TRL 2-3, d'une idée jusqu'au bout, ou sinon c'est vraiment épuisant. Donc c'est bien parce qu'il y a cet écosystème et ces différents acteurs qui, à différents moments de la chaîne de valeur, interviennent pour ajouter leurs briques, qu'on arrive à un moment au marché. Merci beaucoup. Patrick, je voudrais une réaction du grand témoin que vous êtes sur cette table ronde, avec cette question par exemple qui est de la capacité qui est la vôtre, ou en tout cas l'intérêt que vous portez quand vous regardez des dossiers, que ce soit à la SAT ou au titre avec votre casquette du investissement, sur justement cette capacité du porteur de projet à devenir un entrepreneur. Ça, c'est quand même assez compliqué à évaluer. Comment vous avez des clés là-dessus, vous avez des recettes, vous avez été formé à ça. En fait, vous êtes un détecteur finalement de la capacité du porteur de projet scientifique, profil université, etc., à devenir l'entrepreneur. Non, je n'ai pas été formé à ça. Ça se saurait si une formation le permettait. Non, moi Je rejoins ce qui a été dit sur ce passage de chercheur à chef d'entreprise, et j'apprécie également ce qu'a dit Xavier, au sens où effectivement il ne faut pas non plus uniquement focaliser sur les chercheurs. Le cadre de grands comptes, le cadre de grands groupes rencontre d'autres soucis qui sont assez similaires au final. D'abord, Dieu merci, en étant multicasquette, je dois dire que je ne regarde pas les dossiers dans le comité de la SAT comme je les regarde dans mon propre comité, parce que les dossiers ne sont pas au même stade d'avancement, parce que les équipes ne sont pas au même stade d'avancement, et si on les regardait uniquement sous notre prisme à nous, je crois qu'on commettrait une erreur. La SAT est là pour prendre d'autres risques, est là pour accompagner d'autres
type de projet que ceux qu'on accompagne. Nous, in fine, on les finance. Ce sont des projets qui sont plus en amont, déjà. Beaucoup plus en amont, avec effectivement des publics, des chercheurs, des équipes qui ont tout à prouver encore en termes de business. Alors non pas en termes de recherche, parce que moi, Dieu sait si je suis ébahi parfois par ce qu'on voit, et je te rejoins sur le sujet on découvre des choses absolument extraordinaires, mais en termes de business, oui, ils ont tout à apprendre, très clairement. C'est un pari, en fait. C'est un pari que vous faites. Il y a une partie de pari, il y a quand même une grosse partie d'expérience aussi. Notre métier est un métier d'expérience. On se trompe dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a clairement financé des projets qu'il ne fallait pas financer et nous avons refusé de financer des projets qu'il aurait fallu financer. Ça fait partie, non pas du jeu, mais ça fait partie du métier que de se tromper sur ce sujet. Néanmoins, il y a un certain nombre de fondamentaux. J'entendais tout à l'heure parler par les acteurs qui étaient sur la scène tout à l'heure du chercheur possédé. On voit que des chercheurs possédés. Et heureusement, parce que si les chercheurs n'étaient pas possédés, qui le serait pour eux, quoi, et qui chercherait pour au final trouver. Pour autant, l'important, c'est qu'ils ne restent pas uniquement possédés par leur passion, par leur savoir, par leur découverte. Il faut qu'ils arrivent aussi à aller plus loin. S'il n'y avait que des chefs d'entreprise possédés sans qu'il y ait de la recherche derrière, sans qu'il y ait tout ça, on s'ennuierait beaucoup et je crois qu'on ne ferait pas progresser le monde d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que on parlait d'alchimie aussi tout à l'heure, il n'y a pas de formation pour évaluer tout ça est très subjectif, oui. Quand même, soyons clairs. Et quand on finalement on rédige une note de 50 pages pour un comité d'investissement pour lui expliquer pourquoi on veut aller dans un dossier, on ne fait ni plus ni moins que de trouver des raisons objectives de justifier un jugement subjectif. Et on ne me fera pas croire, celui qui fait ce métier depuis longtemps ne me fera pas croire que c'est pas vrai. Ouais. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'humain. Enfin, je veux dire, il y a d'abord quand même cette histoire-là. C'est l'humain avant tout. Ça passe ou ça passe pas. On y croit ou on n'y croit pas. Et encore une fois, on a le droit à l'erreur. Maintenant, on y croit, on n'y croit pas. Et comme le disait Pauline, finalement, quand elle s'est lancée, elle n'était pas si sûre d'elle que ça. Donc c'est encore plus difficile pour vous. Mais je conçois enfin, ce sont des mondes qui sont parallèles et qu'il faut arriver à superposer, voire à accompagner et à accompagner plus globalement. Moi, j'ai bien aimé l'image tout à l'heure du brevet que notre chercheur n'a pas reconnu. Je peux vous dire que pour être dans le comité de la SAT, je pense qu'il y a bon nombre d'équipes de recherche, d'équipes de chercheurs qui n'ont pas reconnu leur brevet, qui n'ont pas reconnu leur business plan, qui n'ont pas reconnu aussi tout le boulot qui a été fait au final par les équipes, parce qu'on sent bien que c'est pas d'eux que ça vient, quoi, clairement. Ils sont tirés vers l'entreprise, parfois contre leur gré. Parce qu'on vit quand même encore dans un pays où l'argent c'est sale, où la réussite c'est bof, et on parlait tout à l'heure d'argent privé d'argent public dans une entreprise privée. Oui, mais si on s'en tient à ça, on peut se dire quel est l'intérêt d'investir autant d'argent public pour créer des boîtes. Jusqu'à preuve de contraire, c'est pas l'argent public qui crée la richesse, ça reste les boîtes qui créent la richesse. Et au final, si les boîtes sont capables demain, les startups ou les entreprises, les PME qui vont signer des contrats de licence derrière avec la SAT, sont capables de créer de la richesse, de créer de l'emploi, je pense que l'argent public aurait été bien utilisé. Merci beaucoup. Je vais vous proposer de prendre la parole dans quelques instants pour des questions, des réactions comme tout à l'heure, mais notre table ronde approche de sa fin. Et ce que j'aurais aimé, c'est que ceux d'entre vous qui le souhaitent réagissent à la pièce de théâtre à laquelle on a assisté tout à l'heure, parce que justement, elle pose cette question de l'évolution des mentalités et de la manière dont les lignes bougent aujourd'hui et de la manière dont des chercheurs qui n'y avaient peut-être même pas pensé, c'était le cas d'Antoine avec son petit robot, finalement se retrouvent entraînés dans une histoire avec plein de questions, plein d'états d'âme, plein de risques éventuellement aussi. Comment est-ce que vous avez perçu ça et est-ce que vous avez le sentiment que finalement les postures et les questions qui se posent, notamment du côté des chercheurs, ont évolué, ont bougé ces dernières années? Comme vous êtes tous, presque tous, issus de l'univers universitaire, ça m'intéresse d'avoir évidemment vos retours. Je vous en prie, Thierry. Oui, en fait, simplement par rapport à ce que je disais tout à l'heure,
il y avait cette double réaction, hein. C'est-à-dire que je trouvais ça déjà très bien, parce qu'elle a très bien capté, et ça faisait rire sous certains angles, et c'était tellement vrai sur d'autres, que des fois, effectivement, on se dit, mince, est-ce que je vais vers là? Et d'un autre côté, si ça change les mentalités, moi, ça a changé les mentalités sur un aspect, c'est-à-dire qu'actuellement, sur l'aspect chercheur pur, on est face à des difficultés en laboratoire à aller, des fois, prendre quand on est dans les écoles d'ingénieurs, d'aller prendre des talents, parce que la recherche, le laboratoire classique, c'était un peu vu souvent comme ringard, quoi. Et puis il y a un appel, j'irais, vers d'autres, où parfois, effectivement, il y a des prises de conscience comme quoi, mais oui, effectivement, ta thèse, ça peut être aussi un moyen de développer une invention et derrière de la valoriser, c'est le cas de Pauline, hein, c'est-à-dire vers une start-up. Donc on voit aussi la thèse comme étant un moyen différent, c'est-à-dire je ne vais pas faire une carrière recherche classique qui est très bien, mais c'est aussi un autre moyen d'aller vers réinventer la recherche, vers quelque chose peut-être de plus concret, je ne sais pas comment le définir. Et donc, on commence à avoir une évolution de certains jeunes qui vont vers là. Et bah, tiens, c'est peut-être un moyen pour moi de changer le monde à travers une thèse et à travers derrière une start-up, quoi. Pauline, Jérémy, Fouad, comment vous avez entendu cette pièce tout à l'heure? Est-ce que c'est des questions qui à un moment vous ont traversé l'esprit? Est-ce que c'est des sujets qui vous ont habité? Jérémy, quand j'ai fait une thèse juste 3 ans, j'ai pas été trop chercheur, donc ça aide aussi. Mais c'est vrai que quand ça fait longtemps qu'on est dans la recherche publique, c'est 2 mondes différents. Et passer de l'un à l'autre, c'est pas aussi simple que ça. Une autre réaction, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Jean-Philippe. Juste un point de vue. Oui. Le point de vue d'un produit qui, pour un chercheur, n'est jamais abouti, mérite toujours d'être peaufiné. Et puis, celui de l'industriel où il devrait être vendu hier et éventuellement commercialisé avant-hier. C'est une vraie rupture. Non, on parle des différences de temporalité, pour le coup. Alors, temporalité, à la fois dans la libération d'un produit et à la fois dans sa phase de développement, de conception, où finalement, quand quelqu'un vient vers nous, c'est pour avoir la solution pour demain, et nous, on a besoin de quelques semaines, voire de mois, voire d'années, pour fiabiliser le développement. Et donc, ces 2 échelles temps qui doivent cohabiter et qui sont très incompatibles, faut être capable de les gérer. C'est peut-être là le danger de pouvoir dire non, on ne sait pas faire en temps à partie, et l'autre réaction qui est dire il faut essayer. Mais c'est vraiment une dualité assez complexe. Je prends une question, une réaction ou un témoignage dans la salle qui souhaite... Je vais vous amener mon micro. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cet échange. Déjà, c'est super intéressant. J'avais une remarque qui touchait à ce qu'on vient de vivre, parce que quelque part, je ne sais pas si vous connaissez, entre vous, tous, mais je trouve que la discussion est tout à fait passionnante et nourrissante. Et une des remarques que j'avais, une des questions que j'avais à vous poser, c'était est-ce que, au niveau de Science, que je félicite pour cet événement fort bien organisé, est-ce que vous avez pensé à faire un réseau des start-upers qui puissent s'alimenter les uns les autres? Et plus généralement, j'allais dire, ça me fait penser aussi qu'on pourrait tout à fait élargir à d'autres structures, parce que quand j'écoute Pauline qui parle d'apnée du sommeil, eh bien, il y a d'autres start-up en France qui sont sur ce domaine-là et qui pourraient s'enrichir aussi d'aller sur des marchés. Sur la partie sport, évidemment, on est aussi tout à fait intéressé de pouvoir faire un réseau de start-up qui sont dans le domaine du sport, puisque là, il y a un booklet qui a été sorti par le réseau des SAT et qui a été présenté à Vivatech, dont je crois qu'on fait la promotion de votre start-up, si je ne m'abuse. Donc, je pense qu'il y a un réseau là de start-up qui pourrait bénéficier de toute cette connaissance et de toute cette interconnexion. Voilà. Par-delà la géographie, puisque SAT Science, c'est Dijon, Besançon, tout le pôle Lorrain, Nancy, Metz, et puis Troyes aussi, hein, c'est ça, puis, voilà, le secteur de Troyes. Donc les gens ne se connaissent pas forcément, ne serait-ce que pour ça. Oui, Jean.
Oui, moi je vous remercie aussi pour votre témoignage. C'est vivifiant de vous écouter. Moi je voudrais revenir sur le témoignage de Thierry Bastogne, que je ne connaissais pas. Mais j'ai été très sensible à votre discours et sur votre façon de voir la recherche et le lien avec la valorisation de la recherche. Et je pense qu'effectivement, pour qu'on entraîne, on motive, on puisse convaincre nos doctorants de s'orienter vers justement la création d'entreprises ou bien la valorisation de la recherche d'une façon ou d'une autre, il faut aussi que les enseignants-chercheurs, leurs professeurs, leurs directeurs de thèse en soient convaincus et aussi cette culture. Je pense que Pauline voit ce que je veux dire. Et je pense qu'avant d'essayer de convaincre effectivement les doctorants à travers des discours, il serait bon de sensibiliser encore plus, je pense, avoir des démarches de sensibilisation prononcée vis-à-vis des enseignants-chercheurs, des professeurs, des enseignants, des chercheurs, donc de nos organismes de recherche. Et ça permet de générer des tandems qui sont effectivement souvent très performants, puisqu'on a le conseil scientifique et puis aussi on a des jeunes qui sont épaulés et qui peuvent réussir, quoi. Et donc moi j'encourage à faire en sorte, mais je crois que ça fait partie des missions des SAT, d'aller dans ce sens à travers l'appel Booster. Et je crois que le résultat, on le voit aujourd'hui, parce que je pense que pour Son, ça a été peut-être un peu la même chose à l'ICMU avec Franck Donat, et pour toi aussi, Fouad, avec Frédéric Bernard, bien que tu n'étais pas en thèse, tu as aussi bénéficié de cet environnement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nécessite d'être développé, quoi. Je voudrais simplement réagir par rapport à ça. C'est vrai que c'est une mission, c'est pas simple, parce que je me confronte encore à on voyait dans la pièce de théâtre deux profils de personnes, quelqu'un qui va vers l'entrepreneuriat, quelqu'un qui reste très dans les tabous. Un chercheur, c'est la connaissance, l'argent, c'est sale. Et alors que donc il y a un gros travail à faire dessus. Et le retour, moi, comme je dis, quand il y a 10 ans, parce qu'on va fêter les 10 ans de la première start-up aussi, on a commencé, c'était vraiment une expérience. Et c'est là qu'on découvre, mais non, je peux financer encore plus mes recherches dans mes enseignements. Donc il y a vraiment un retour très positif. Heureusement qu'on a la SAT, heureusement qu'on a les incubateurs pour construire tout ça. Et c'est bien qu'effectivement les SAT, les incubateurs viennent chaque année. Je vois, en tout cas nous sur Nancy, ça se passe pour aller dans les laboratoires. C'est sûr que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a c'est peut-être la réaction effectivement en termes de profil par rapport à la pièce de théâtre, pour trouver un troisième profil, inventer le troisième type quelque part, où on mixe tout ça, parce que c'est très utile. Mais effectivement, là on a son bâton de pèlerin où on va essayer de dire non. Tout ce que vous me dites là, ça n'a pas de réalité, c'est une autre réalité. Et quand on va sur le terrain, on le découvre, on le voit directement, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction autour de cette table ronde de nos intervenants ? Écoutez, on vous remercie pour vos témoignages. Et merci à Patrick Lasselle d'avoir joué le rôle de grand témoin.